Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ne soyez pas ridicule. Qu'est-ce que vous faites? Exactement. Je suis directeur adjoint des opérations. Quelle section? Moyen-Orient. Sur quoi travaillez-vous? Qu'est-ce que vous manigancez? C'est votre réseau que j'ai dénoncé dans ce rapport. Il sert à quoi? Il sert à quoi? Pourquoi le service des opérations s'inquiète de quelques bouquins? Un bouquin hollandais. Un bouquin du Venezuela. Des policiers en langue arabe. Oui. Que peut-il y avoir d'assez important pour... Du pétrole. Du pétrole. C'est ça, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé, c'est à cause du pétrole. Oui ou non? Oui ou non? Oui, c'est vrai. Avons-nous un plan pour envahir le Moyen-Orient? Vous êtes fous. Ah bon? Écoutez, Avons-nous un plan? non. Absolument pas. Nous avons des pions. C'est tout. C'est une partie d'échecs que nous jouons, nous prévoyons. Combien d'hommes faut-il? Et combien de temps? Y a-t-il un moyen moins cher de renverser un régime? C'est pour ça que nous sommes payés. Vous pensez que de ne pas être pris en train de mentir équivaut à dire la vérité? Non. C'est une affaire d'économie. Aujourd'hui, il s'agit du pétrole. Dans 10 ou 20 ans, ce sera la nourriture, le plutonium. Et peut-être même plus tôt que ça. Que pensez-vous que tous les peuples de la Terre voudront que nous fassions alors? Posez-leur la question. Pas aujourd'hui, dans 10 ans, quand ils seront aux abois. Quand ils n'auront plus de carburant et qu'ils mourront de froid. Quand toutes leurs machines seront stoppées. Quand ils n'auront plus une miette de pain à manger, eux qui n'ont jamais connu la faim. Et je vais vous dire mieux. Ils ne veulent pas qu'on leur demande leur avis. Ils veulent qu'on s'en occupe pour eux. Bon Dieu. Comment considérez-vous les hommes? Avril 2020. Des supertankers chargés de pétrole sont amarrés au large des ports des grands centres industriels. Ils attendent. Aux quatre coins de la planète, les entrepôts sont pleins. Le marché est inondé de pétrole à bas prix. Alors qu'on annonçait régulièrement sa fin, l'or noir est aujourd'hui si abondant qu'il ne trouve plus preneur. 4 mois plus tôt, le pétrole est à l'origine de la plus grande introduction en bourse de tous les temps. Le géant pétrolier saoudien Aramco devient l'entreprise la plus cotée au monde. En décembre 2019, le groupe affiche une valeur de 1,88 billion de dollars, soit plus qu'Amazon, Apple ou Google. Depuis la découverte du premier gisement, l'hydrocarbure fait la une des journaux. Les recettes générées par le pétrole n'ont cessé de croître. Ça a provoqué des tensions politiques et des guerres. Un pays qui ne disposait pas de pétrole, ou qui n'en avait pas en quantité suffisante, devait trouver le moyen de s'en procurer. Notre économie est tributaire du pétrole et notre vie quotidienne paraît inconcevable sans lui. Et cela depuis 160 ans. Comment cette énergie fossile a-t-elle pu acquérir une telle puissance planétaire? Et pouvons-nous nous affranchir de cette dépendance? À Londres, il y a un endroit où se joue chaque jour l'évolution de l'économie mondiale. Il ne se trouve pas dans le quartier des affaires. Ce n'est pas non plus un bureau installé dans les étages supérieurs des grandes entreprises. C'est un vaste hangar situé à quelques kilomètres à l'est de la ville. Il abrite un gigantesque ordinateur qui décide du pouvoir du président américain, de la solvabilité du Venezuela, de l'impact des accords de Paris sur le climat, et de ce qui reste dans la poche des automobilistes français et allemands après un plein d'essence.
Tout cela est déterminé par un seul nombre qui change quotidiennement. Depuis Londres, il se propage dans le monde entier. En quelques fractions de secondes, il parcourt des câbles de fibre optique, traverse des océans et des montagnes, atteint les plaines du Texas et le désert d'Arabie Saoudite. Il est attendu dans la forêt tropicale du Nigeria comme dans les ports iraniens. Il alimente les conversations dans les restaurants chics de Wall Street, Paris, Sao Paulo, Berlin et Shanghai. Il est transmis chaque jour sur une feuille de papier au président russe Vladimir Poutine. Ce nombre, c'est le prix du pétrole. Ces fluctuations tiennent le monde en haleine depuis qu'en 1859, Edwin Drake a découvert un gisement dans l'État de Pennsylvanie. Au début, on se moque de sa tour de forage bardée de tuyaux. La stupéfaction est d'autant plus grande lorsque le 27 août, du pétrole jaillit effectivement du sol. Surpris de la quantité ainsi obtenue, Edwin Drake apporte des fûts de whisky vides pour recueillir le liquide visqueux. C'est de là que vient l'unité de mesure du pétrole, toujours valable aujourd'hui, le tonneau de 159 litres ou baril. Le premier boom pétrolier de l'histoire n'a absolument rien à voir avec les moteurs ou les machines. Tout a commencé avec des lampes qu'on remplissait d'huile de baleine. Il faut bien avoir en tête qu'on tuait des baleines pour obtenir cette huile, et que toutes les espèces ont failli disparaître il y a 200 ans. L'huile est devenue de plus en plus chère, et puis elle avait une odeur épouvantable. Le pétrole, au contraire, sauvait la vie des baleines, il ne sentait pas et semblait être disponible en quantité infinie. Dans toute la Pennsylvanie, on se met à chercher du pétrole. Certaines villes doivent même leur nom à cette ruée vers l'or noir, comme Pit Hole City, littéralement la ville du trou de forage. 50 hôtels, des saloons, des banques, tout est construit en un temps record et ouvre immédiatement. Il n'y a que le pétrole qui compte. Mais c'est une activité sale. Les prospecteurs n'ont presque pas de moyens techniques pour contrôler le liquide graisseux. Il jaillit des puits et pollue des zones entières. On extrait même plus de pétrole que nécessaire. C'est ainsi qu'en 1861, le premier boom provoque le premier crack. Le prix du baril passe de 10 $ à 50 cents, puis à 10 cents. La jeune industrie est exsangue. De nombreux aventuriers sont ruinés. Un bref essor et une chute rapide. Un cycle se forme et se répétera au cours des 150 années suivantes dans bien des régions du globe. Le premier homme qui s'enrichit avec le pétrole est aussi le premier milliardaire de l'histoire mondiale. Ses concurrents le surnomment l'Anaconda. John Davidson Rockefeller. L'une de ses propriétés se trouve à 1 heure de route au nord de New York. C'est une villa de 40 pièces qui témoigne toujours de la haute opinion que son propriétaire d'origine avait de lui-même. Rockefeller est le premier roi du pétrole. Sa fortune équivaut alors à 4 fois celle de Bill Gates aujourd'hui. Quel est le secret de son succès ? À partir du milieu des années 1860, il se constitue un monopole. Impitoyablement, il élimine un à un les concurrents qui ne veulent pas vendre, si bien que vers 1880, il contrôle plus de 90% du marché pétrolier, d'où son surnom d'Anaconda. L'industriel obtient un énorme rabais des chemins de fer pour transporter le pétrole en grande quantité. Cela marque un tournant. Désormais, le marché est régi non plus par la compétition, mais par Rockefeller lui-même. C'est lui qui fixe le prix. L'homme d'affaires privilégie les aspects prévisibles et peu risqués de l'activité pétrolière, le transport, le raffinage, la vente, plutôt que l'extraction. En 1911, son trust, la Standard Oil, est démantelé, mais une partie du groupe survivra jusqu'à nos jours. Le nom de la firme Esso contient les initiales de la Standard Oil, SO. L'héritage de la Standard Oil perdure aussi à travers d'autres compagnies comme ExxonMobil ou Chevron.
dont certaines sont aujourd'hui plus importantes que la société originelle. Cela tient à l'invention la plus ingénieuse de tous les temps. En 2010, le nombre de voitures dans le monde franchit pour la première fois le seuil d'1 milliard. L'automobile est devenue une véritable obsession. À la fois refuge et signe extérieur de richesse, elle nous a rendus plus mobiles que jamais. Pour l'industrie pétrolière, son invention est un cadeau du ciel. En Europe, le carrosse sans chevaux fait pour la première fois parler de lui en 1895, lors de la course Paris-Bordeaux-Paris. L'année suivante, une compétition a lieu dans le Rhode Island, aux États-Unis. Le véhicule à essence ne tarde pas à être un symbole de statut social. Un témoin écrit « Non seulement l'homme qui possède une voiture profite du voyage et suscite l'enchantement des personnes qui se déplacent à pied, mais il jouit de l'admiration des femmes. » Pour elle, il est un dieu. Le succès de la voiture a été spectaculaire. Il faut dire que c'était l'engin idéal pour transformer l'énergie du pétrole en force motrice. À l'époque, ça paraissait miraculeux. 50 litres d'essence génèrent autant d'énergie que 1000 ouvriers au cours d'une longue journée de travail. En 1900, on comptait 8000 véhicules aux États-Unis. 12 ans plus tard, on en dénombrait déjà plus de 900 000. Et la demande en essence a explosé. Mais d'ores et déjà, les premiers champs pétrolifères de Pennsylvanie dépassent leur pic de production. C'est alors que se pose une question inquiétante qui ne cesse de nous tarauder depuis. Jusqu'à quand y aura-t-il du pétrole ? Pour une région, un État, pour le monde entier. La peur de manquer de pétrole se fait ressentir pour la première fois dans les années 1880. Un peu plus tard, en 1919, le chef des géologues américains prédit que les réserves seront épuisées d'ici 9 ans. Idem en 1944. Puis en 1974, on prévoit que la production mondiale atteindra son pic en 1995. Depuis 140 ans, on nous répète que les réserves de pétrole vont se tarir. Tous les 30 ans, on annonce que c'est la fin. Et au bout du compte, il n'en est rien. Jusqu'ici, tous les pronostics se sont révélés faux. Soit on a découvert de nouveaux gisements, soit on a mis au point de nouvelles technologies. Le secteur pétrolier fait partie des industries les plus modernes du monde. Toutes les grandes compagnies pétrolières disposent aujourd'hui de simulateurs qui permettent aux géologues et aux ingénieurs d'explorer virtuellement les entrailles de la Terre. Dans un laboratoire près de Houston, les experts d'ExxonMobil ont les yeux rivés sur un écran qui les plonge dans un monde souterrain d'ordinaire invisible. Ils naviguent à travers des couches de grès et de calcaire jusqu'à tomber sur les formations rocheuses contenant du pétrole. Ils peuvent ainsi découvrir eux-mêmes de petits gisements. Ce type de procédé représente un énorme gain de productivité. Autrefois, on extrayait au maximum 20% du pétrole des gisements. Aujourd'hui, le taux de déshuilage peut atteindre 60%. Selon des statistiques récentes, les réserves mondiales de pétrole sont actuellement d'environ 1,7 billion de barils. Théoriquement, la moitié devrait être consommée d'ici 2040. Mais les critères d'évaluation varient selon les intérêts des acteurs concernés. Parfois, les réserves sont sous-estimées parce que dans certains pays producteurs, elles sont imposées en tant que patrimoine. Et lorsqu'on a besoin d'investisseurs, les estimations sont tout naturellement revues à la hausse. Bref, ce sont sans doute les données les plus secrètes au monde. Il y a plus de 100 ans déjà, la peur de ne plus avoir de pétrole provoquait de brusques hausses du prix de l'essence. Aux États-Unis, un gallon, soit environ 4 litres, passe en moins de 2 ans de 9 à 17 cents, soit une augmentation de près de 100%. À Londres ou Paris,
Les automobilistes paient environ 50 cents et dans d'autres pays d'Europe, ils déboursent même $1 pour un gallon. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Aucune matière première n'offre autant de possibilités que le pétrole. Le pouvoir de l'or noir commence à intéresser les politiques, en particulier un jeune ministre britannique de la Marine. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Le pétrole va influer sur l'avenir et pas seulement sur le prix de l'essence. Ce ministre, c'est Winston Churchill. Le premier lord de l'amirauté est un visionnaire. Il pressent ce qui sera déterminant dans les futurs conflits en mer, la vitesse et donc le pétrole. À ses yeux, l'énergie issue du charbon est une technique dépassée. Problème, le Royaume-Uni dispose d'importants gisements de charbon, mais pas de pétrole. Il se tourne donc vers le Proche-Orient. En 1908, des entrepreneurs britanniques ont été les premiers à découvrir du pétrole en Perse, l'actuel Iran. En 1912, Churchill négocie un accord qui fait de la Grande-Bretagne le principal actionnaire de l'Anglo-Persian Oil Company, fondée 3 ans plus tôt. Un gouvernement met ainsi pour la première fois le pied dans l'industrie pétrolière. Un coup de génie de la part de Churchill, comme on le verra 2 ans plus tard. Même si l'on associe d'emblée la Première Guerre mondiale aux combats de tranchées et aux batailles de position, les coups de fusil et les tirs d'obus jouent un rôle moins décisif dans le conflit que le pétrole et l'essence. Les navires de guerre britanniques qui fonctionnent avec des chaudières à mazout écrasent la flotte allemande qui, elle, fonctionne au charbon. Une plus grande portée, une vitesse plus élevée, un ravitaillement plus rapide en carburant, autant d'avantages que les Britanniques ont sur les Allemands. Après la guerre, Winston Churchill a déclaré qu'entre 1912 et 1914, la Grande-Bretagne avait créé la plus grande flotte au monde sans que cela coûte un penny aux contribuables britanniques. La raison en est que la marine britannique a été approvisionnée en pétrole presque gratuitement. Et puis le pays a gagné beaucoup d'argent grâce aux dividendes versés par l'Anglo-Persian Oil Company. Il faut dire que la compagnie a vu sa valeur boursière augmenter après sa prise de contrôle par le gouvernement britannique. Comme la Perse, la Mésopotamie, l'actuel Irak, paraît très prometteuse après la Première Guerre mondiale. Elle est placée sous mandat britannique et là encore, le Royaume-Uni veut s'assurer le contrôle de l'or noir. C'est le début d'un combat sans fin pour les puits de pétrole au Proche-Orient. Les Anglais et les Français se sont vite mis d'accord. Les Français ont renoncé à Mossoul et ont pris le contrôle de la Syrie. Les Anglais ont obtenu le mandat de la Mésopotamie, l'actuel Irak. Mais il y avait les États-Unis. En 1917, ils étaient entrés dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Et bien sûr, ils voulaient leur part du gâteau. D'autant qu'après la guerre, ils craignaient que leurs propres champs pétrolifères ne se tarissent. Les États-Unis se trompent complètement dans l'évaluation de leurs réserves. À l'époque, ils produisent les 2/3 du pétrole mondial. Mais il est vrai que leurs besoins croissent rapidement. Le nombre de voitures sur le sol américain est époustouflant. En 1920, on en compte déjà plus de 9 millions. La perspective d'être privé de ressources en carburant est un cauchemar pour les Américains. L'amitié s'arrête avec le pétrole. On en a pour la première fois l'illustration lorsque 2 géologues américains de la Standard Oil se rendent à Bagdad et que les Britanniques les livrent à la police locale. Mais les Américains ne vont pas lâcher l'affaire. De leur côté, les Britanniques ne veulent pas se mettre à dos le pays le plus puissant du monde. Ils sont donc bien obligés de laisser les ingénieurs américains entrer dans le pays pour chercher du pétrole.
Il y a certainement aussi une part de calcul chez les Britanniques. Il faut savoir que, contrairement au Royaume-Uni, les États-Unis disposent à l'époque du savoir-faire et de l'argent nécessaire pour réaliser des forages. Mais toutes ces manœuvres montrent que les deux pays alliés prennent de gros risques, alors qu'ils ne sont même pas sûrs de trouver du pétrole en Irak. En 1927, le doute est levé. Près de Kirkouk, les ingénieurs britanniques et américains découvrent un gigantesque gisement d'où jaillit un geyser de pétrole de 25 mètres de haut. On pense que c'est le jackpot. Personne ne se doute encore que de tels volumes ne sont qu'une infime partie de ce qui repose non loin de là, dans un autre pays. L'Arabie saoudite restera longtemps la première puissance pétrolière au monde. Le pétrole garantit un train de vie princier à certains Saoudiens. C'est le cas notamment des centaines de petits-enfants du fondateur de l'État saoudien, le roi Ibn Saoud, qui vivent dans le luxe et l'opulence. Plus de 10 millions de travailleurs immigrés font tourner la première économie du monde arabe pour des salaires modiques, tandis que les Saoudiens occupent les emplois d'État bien payés ou encore sont bailleurs de fonds de sociétés étrangères. Une prospérité qui repose exclusivement sur le pétrole. Dans les années 1920, l'Arabie apparaît encore comme une terre où le temps s'est arrêté. La dynastie des Saouds suit une interprétation puritaine de l'islam. Pas de voiture, ni de téléphone, ni surtout d'étrangers occidentaux pour perturber le mode de vie traditionnel. Mais l'argent manque cruellement. L'État saoudien est en faillite. Le premier roi autoproclamé d'Arabie saoudite est issu de la dynastie des Saouds et conquiert de vastes parties de la péninsule, y compris les villes saintes de la Mecque et de Médine. Mais le destin de son royaume est déterminé par un contrat qu'il passe avec une entreprise d'un pays de mécréants. Ce roi, c'est Abdelaziz Ibn Saoud. Le monde affronte sa première crise économique et la fortune d'Ibn Saoud tient dans la sacoche de son chameau, comme le disent des témoins. La principale source de revenus de l'Arabie saoudite provient des pèlerins qui vont à la Mecque. Le nombre de pèlerins à la Mecque diminue, si bien que les caisses de l'État saoudien se vident. Cela oblige le roi d'Arabie saoudite, Ibn Saoud, à conclure un accord avec les compagnies pétrolières américaines. Selon les termes de ce contrat, elles sont autorisées à chercher et à extraire du pétrole sur le sol saoudien. Ibn Saoud ne peut plus payer ses fonctionnaires et il sent le vent tourner dans le pays. Ses anciens rivaux, les fondamentalistes wahhabites, commencent à critiquer ce roi qui veut moderniser le pays. Il importe des téléphones, des radios, des voitures. Aux yeux des religieux, ce sont là des instruments du diable. En 1933, Ibn Saoud signe malgré tout un contrat avec la compagnie pétrolière américaine Sokal, qui obtient ainsi la première concession de forage au prix de 175 000 $ en or. Ce contrat, d'une durée de 60 ans, couvre un immense territoire d'1 million de kilomètres carrés, près de la moitié de la superficie de l'Arabie saoudite. Mais contrairement à l'Irak et l'Iran, où l'on extrait déjà du pétrole, personne ne sait si le sous-sol saoudien en contient. La prospection engloutit des millions de dollars et s'éternise. Après 5 ans de recherches infructueuses sous un soleil de plomb, les Américains veulent retirer leurs équipes d'Arabie saoudite. Puis le 4 mars 1938, tout bascule. Les ingénieurs trouvent du pétrole près du village de pêcheurs de Dammam. Dès le premier jour, 255 000 litres d'hydrocarbures jaillissent du sol. Les États-Unis mettent en exploitation leur premier champ pétrolifère dans le monde arabe.
C'est le plus grand gisement de la planète. Avec l'Arabie Saoudite, les Américains ont, comme ils le disent, tiré le gros lot. Le paisible village de pêcheurs voit débarquer une cohorte d'ouvriers et d'ingénieurs américains. En plein désert, un campement de la taille d'une petite ville sort de terre. C'est le début d'une longue et étrange cohabitation, celle de deux systèmes aux idées et aux valeurs diamétralement opposées. Pour la dynastie qui fonde sa légitimité sur une interprétation rigoriste de l'islam telle qu'elle est prônée par les wahhabites, la coopération avec les États-Unis n'est pas sans risque. Pour les religieux traditionalistes, la présence de mécréants sur la terre du prophète est une provocation insupportable. Cette relation va néanmoins s'inscrire dans la durée. En marge de la vie publique, on voit apparaître un monde parallèle dans lequel des bédouins arabes travaillent avec des ouvriers texans. Une autocratie traditionnelle islamique rencontre le capitalisme américain moderne. Les Américains ne tardent pas à vivre dans des ghettos confortables, des maisons climatisées avec piscine et personnel indien. Jusqu'au début des années 1950, ils peuvent même boire de l'alcool à leur domicile. Seule la célébration de l'office chrétien leur est interdite. À l'époque, le gouvernement américain condamne officiellement le communisme impie, mais il accepte sans broncher l'interdiction qui frappe l'Église chrétienne en Arabie Saoudite. Visiblement, le pétrole rend les deux camps plutôt souples sur le plan moral. La situation est parfaitement claire. Les Américains possèdent la technologie et l'argent, les Saoudiens ont le pétrole. Et ce statu quo tient toujours aujourd'hui. Par exemple, Donald Trump a maintenu l'alliance avec l'Arabie Saoudite, même après l'assassinat de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien critique envers le régime. Alors que ce dernier a disparu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman a démenti toute responsabilité directe. Mais cette affaire a révélé sa face la plus sombre et a durablement entaché son image de réformateur. Au fil des années, l'Arabie Saoudite et les États-Unis vont devenir les meilleurs amis du monde. Grâce au nouveau groupe pétrolier Aramco qui succède à Sokal, les intérêts commerciaux et stratégiques des deux pays se confondent. Une coopération qui va bien au-delà de la production de pétrole. En plus d'extraire le précieux liquide, les Américains sont chargés de construire des routes, des écoles et des hôpitaux avec le plus de main-d'œuvre locale possible, ce qui n'est pas chose facile. La majorité de la population ne sait ni lire ni écrire. Les Américains veillent toutefois à ne pas blesser l'orgueil des Arabes. Dans les années 1950, Aramco établit un code selon lequel il ne faut jamais qualifier l'Arabie Saoudite d'arriéré ou de sous-développé, mais au contraire en parler toujours comme d'un pays à l'aube d'une nouvelle ère. De cette relation bilatérale est née l'une des entreprises les plus cotées au monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars. Aramco est devenue Saudi Aramco, une compagnie publique saoudienne. Fin 2019, le groupe entre en bourse. Peu de temps après son introduction, l'action grimpe de 10%, soit la hausse journalière maximale autorisée sur le marché saoudien. Des profits que les géologues flairent dès la fin des années 1930. Ils estiment que le désert saoudien renferme jusqu'à 100 billions de tonnes de pétrole. Les Américains sont bien décidés à exploiter la manne. Mais au moment où ils veulent commencer l'extraction, un dictateur mégalomane déjoue tous leurs plans. Comme Winston Churchill, Adolf Hitler sait que la clé du succès militaire, c'est le pétrole. Si la propagande nazie présente la Blitzkrieg comme une tactique géniale, la stratégie de la guerre éclair s'explique en partie par la pénurie de carburant. Ne produisant pratiquement pas de pétrole, le Troisième Reich doit miser sur des victoires rapides. La machine de guerre hitlérienne consomme plus de 4 millions de barils par mois durant la campagne en Union soviétique. Hitler est obsédé par le pétrole. Son ministre de l'économie, Albert Speer, déclarera lors des procès de Nuremberg qu'il lisait beaucoup d'ouvrages sur le sujet
en parlait souvent et connaissait très bien l'histoire du pétrole. L'Allemagne a impérativement besoin de nouvelles ressources en carburant, ce que doivent lui fournir les grands gisements pétrolifères d'Azerbaïdjan en URSS. Pour y accéder, il faut parcourir près de 3000 km à travers l'Europe. L'armée allemande se met en route sans tarder, mais dès 1942, l'essence vient à manquer. La Wehrmacht table donc sur la découverte révolutionnaire de scientifiques allemands, la fabrication de pétrole synthétique avec du charbon. À partir des années 1920, le groupe chimique IG Farben entreprend des recherches dans ce domaine. Et les premiers résultats sont prometteurs. Le problème était que ça coûtait 10 fois plus cher que le pétrole brut. Mais l'enjeu politique était tel qu'Hitler a privilégié cette technique d'hydrogénation. Il a fait ouvrir une douzaine d'usines pour fabriquer ce pétrole synthétique. Il a été possible de produire environ 50% du carburant avec ce procédé. Bien avant le début de la guerre, Hitler a exigé de rendre le Reich plus indépendant. En 1936, il écrit « La production de carburant allemand doit désormais être accélérée à un rythme drastique. » IG Farben suit la consigne et augmente la production. Mais l'Allemagne n'atteindra jamais l'autonomie en matière de pétrole. Plus la guerre dure, plus le Reich est dépendant des importations de la Roumanie, membre de l'Axe. Les Alliés le savent bien évidemment. Il faut à tout prix couper l'approvisionnement de l'Allemagne en pétrole. En mai 1944, 177 bombardiers américains détruisent les raffineries roumaines, principal réservoir du pétrole allemand. Le même mois, plus de 900 bombardiers lourds lancent 22 attaques sur les usines d'hydrogénation d'IG Farben en Saxe. 2200 bombes sont larguées sur le seul site de Leuna. C'est la fin de l'essence synthétique en Allemagne. L'état-major allemand est abasourdi. Le pays possède les premiers avions militaires à turbopropulseurs au monde, plus rapides que n'importe quel appareil allié. Mais sans carburant, il reste cloué au sol. Ça a conduit l'Allemagne nazie à la défaite. Les Allemands ne pouvaient pratiquement plus se déplacer. Ils avaient bien trop peu de carburant et ils risquaient de connaître la même situation que pendant la Première Guerre mondiale, la panne sèche. 3 mois avant la fin de la guerre en Europe, un nouvel ordre mondial se dessine à Yalta. Si les Alliés se témoignent officiellement leur estime réciproque, un différend a éclaté 2 ans plus tôt entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'était une situation étrange. Ils se battaient côte à côte contre Hitler, mais en même temps, leur chef de gouvernement se disputait dès 1943, en pleine guerre donc, pour savoir qui pourrait extraire le pétrole saoudien après la guerre. Le président américain Franklin Roosevelt remet un petit dessin à l'ambassadeur britannique pour lui montrer comment il envisage le partage des gisements de pétrole. Sur cette carte figurent d'ores et déjà les futures concessions. Roosevelt a dit « Le pétrole persan est à vous. On se partage le pétrole irakien et koweïtien, et le pétrole saoudien est à nous. » En 1944, les 2 États amis, qui n'avaient plus rien d'amis, ont engagé les négociations. Cela a déclenché une funeste guerre des télégrammes entre Churchill et Roosevelt, qui n'a pas apporté de véritable solution en Arabie Saoudite. Entre-temps, le pétrole était devenu si important que les Alliés se sont déchirés en pleine guerre sur cette question. Lorsque les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS se réunissent à la conférence de Yalta, les négociations n'ont guère avancé entre Roosevelt et Churchill sur l'épineux dossier du pétrole saoudien. Mais le président américain prépare déjà son prochain coup. À Riyad, à près de 3000 km de là, Ibn Saoud se met en route avec sa suite pour une rencontre au sommet.
Il lui faut presque 2 semaines pour atteindre le lieu de rendez-vous dans le canal de Suez, en Égypte. Roosevelt l'attend à bord d'un navire de guerre américain. C'est le 2e voyage à l'étranger que le roi saoudien entreprend de toute sa vie. Une suite de 50 hommes a voyagé avec lui. Ils ont apporté avec eux des tapis et des tentes, et ils ont campé sur le croiseur américain. Au lieu de passer la nuit dans la luxueuse cabine du capitaine, le monarque insiste pour dormir dans une tente sur le pont. Il a fait venir des tapis orientaux et même sa propre chaise. Le roi saoudien a eu de longues conversations avec Roosevelt. Et aussi différentes qu'étaient leurs personnalités, aussi éloignés qu'étaient les mondes qu'ils représentaient, il semblerait qu'ils aient trouvé un langage commun. Ils se sont manifestement bien entendus. Les 2 camps se plient en 4 pour mener à bien cette rencontre. Les États-Unis sont intéressés par le pétrole, mais Ibn Saoud a lui aussi un objectif en tête. Il cherche un allié fort. Dès 1943, il a envoyé 2 de ses fils en mission de reconnaissance aux États-Unis pour qu'ils sondent le terrain. À leur retour, ils ont dit que c'était le pays le plus puissant du monde. Alors Ibn Saoud a souhaité tout naturellement conclure une alliance avec ce pays. La Grande-Bretagne risque de perdre la course au pétrole saoudien. 3 jours seulement après cette rencontre, Churchill se rend en Égypte pour s'entretenir avec Ibn Saoud dans un hôtel d'une oasis. Le Premier ministre britannique est moins habile dans les négociations. Amateur de cigares et de whisky, il ne voit aucune raison de s'en priver durant l'entrevue. Il dit « Je suis l'organisateur de ce banquet. Sa religion lui interdit peut-être de fumer et de boire, mais dans ma religion, c'est expressément autorisé. » Le président américain a dû laisser une impression bien différente au souverain saoudien. Roosevelt n'a pas fumé. On sait qu'il fumait comme un pompier, mais il y a renoncé pendant toute la durée de l'entretien. Il n'a consommé ni tabac ni alcool, ce qui a créé un climat propice à un accord. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont conclu une alliance qui est toujours valable aujourd'hui. Pour leur avoir donné accès au pétrole, les Américains remercient les Saoudiens à leur manière. En 1950 déjà, le président Truman écrit une lettre à Ibn Saoud pour l'assurer que tout danger extérieur qui pèse sur l'Arabie saoudite devient automatiquement une menace pour les États-Unis. Pour l'État saoudien, c'est ni plus ni moins une garantie de survie accordée par le pays le plus puissant du monde. Pour les Britanniques, en revanche, c'est un véritable cauchemar. Exactement comme Roosevelt l'avait prédit à leur ambassadeur à Washington dans son dessin. Le pétrole de l'Arabie saoudite est à nous. La Seconde Guerre mondiale avait interrompu la production de pétrole. À présent, les Américains mettent les bouchées doubles. Le temps, c'est de l'argent, et ils sentent que ça ne va pas durer éternellement. À l'autre bout de la planète, le pétrole transforme des pays pauvres en États puissants et pleinement conscients de leur position de force. Cette émancipation commence au Venezuela. Avant le boom pétrolier des années 1920, le Venezuela comptait parmi les pays les plus arriérés d'Amérique latine. L'écrasante majorité de la population était analphabète et il n'y avait que 2 universités. Dans les années 1930 et 1940, le pétrole a entraîné un essor rapide du pays. Le Venezuela a formé les premiers technocrates de l'industrie pétrolière.
Des gens qui étaient passés par l'université et qui avaient appris aux États-Unis comment le secteur pétrolier fonctionnait. C'est ce qui explique qu'en 1948, le pays a été le premier grand exportateur de pétrole à obtenir un accord 50-50, qui garantissait une répartition à parts égales des profits entre l'État propriétaire des gisements et les compagnies étrangères. Les pays du Golfe se sentent pousser des ailes et veulent suivre l'exemple du Venezuela. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Les groupes pétroliers occidentaux sont perçus comme des colons modernes qui se comportent insidieusement comme des maîtres, avec leur pouvoir, leur influence, leur importance, leur orgueil et leur statut. Une attitude qui se reflète dans les anciens traités. En gros, voilà comment ça se passait. Les barons du pétrole soutiraient l'or noir au seigneur du désert pour 1/10 de sa valeur. Ensuite, les ministres des Finances des pays occidentaux appliquaient des taxes sur les hydrocarbures importés. Le pétrole était non seulement une énergie au prix imbattable qui dopait la croissance économique, mais aussi une ressource fiscale abondante qui permettait aux pays occidentaux de développer leurs infrastructures. Les pays pétroliers ont naturellement fini par se rendre compte qu'avec ces taxes, les ministères des Finances américains, britanniques, français, italiens, ouest-allemands et ceux des autres pays consommateurs remplissaient davantage les caisses de leurs propres États que celles des États producteurs. En ce sens, évidemment, il s'agissait bien de traités coloniaux. En 1949, Aramco apporte 43 millions de dollars au fisc américain. De son côté, l'Arabie saoudite ne perçoit que 39 millions de dollars de bénéfices. À Riyad, le ministre du pétrole fait pression sur les États-Unis et finit par décrocher le premier accord 50-50 dans la région. En un an, les recettes du pays sont multipliées par 3 et atteignent près de 120 millions de dollars. La nouvelle se répand dans le monde arabe. Le Koweït, l'Irak et tous les pays dans lesquels les compagnies pétrolières britanniques sont implantées réclament le même arrangement. Et ils obtiennent gain de cause. La Grande-Bretagne, qui est encore une puissance coloniale, perçoit ces nouvelles revendications comme une forme de révolte. Elle craint la fin de son empire et par là même une perte d'influence, notamment en Iran. Derrière ce mouvement de libération, il y a un homme. Un excentrique connu pour ses talents de comédien, mais aussi un habile dirigeant. Il sait combien le pétrole iranien est important pour les Britanniques, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Mohammad Mossadegh. Le peuple iranien nourrit depuis toujours une profonde méfiance à l'égard des Britanniques. La société Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra plus tard BP, est bien plus anglaise qu'iranienne et rappelle l'ancienne puissance d'occupation qui a tenté de transformer le pays en protectorat britannique. Au total, l'Iran gagnait moitié moins avec son pétrole que ce que le gouvernement britannique empochait grâce aux dividendes de l'Anglo-Persian Oil Company. Aux yeux de Mohammad Mossadegh, l'Anglo-Iranian Oil Company est un symbole de l'exploitation britannique. Le septuagénaire veut plus de 50% des recettes pétrolières pour son pays. En 1951, il demande au Parlement iranien d'exproprier la compagnie britannique. Il voulait que le peuple et le gouvernement iranien aient davantage leur mot à dire dans la gestion de la production pétrolière en Iran. Entre autres parce que les ouvriers iraniens travaillaient dans des conditions très dures à Abadan, la plus grande raffinerie du monde. C'est ce qui a poussé Mossadegh à négocier âprement avec l'Anglo-Persian Oil Company. Et comme la compagnie refusait de faire des concessions, il a décidé de nationaliser les entreprises pétrolières britanniques en Iran. L'Empire britannique réagit promptement. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces morveux de persans. Surtout quand on a affaire à un homme d'État qui aime recevoir ses invités dans son lit.
Il est vrai que l'excentrique Mossadegh travaille souvent dans sa chambre en pyjama. Les autres pays producteurs de pétrole observent attentivement le déroulement des négociations. En menant ce qu'il appelait une bataille anticoloniale, Mossadegh est devenu très populaire en Iran, mais aussi dans d'autres pays qui avaient une profonde aversion envers les puissances coloniales. Il faut savoir qu'en 1951, une grande partie du monde faisait encore partie d'empires coloniaux. Mossadegh est élu homme de l'année par le Time Magazine. Un journaliste du New York Times parle de l'homme le plus éloquent que l'Iran ait produit au cours des derniers siècles. Mossadegh devient la voix de tous ceux qui souffrent et incarne la lutte contre les riches et les puissants. Grâce à des discours chargés d'émotions, il parvient à électriser son auditoire ou à le faire pleurer, tout en fondant lui-même en larmes ou même en s'évanouissant. En Iran, il est acclamé. Pour les Britanniques, le Premier ministre iranien est une humiliation et un danger. Ils veulent se débarrasser de cet homme politique inflexible par tous les moyens. En novembre 1952, le républicain Dwight Eisenhower est élu président des États-Unis et cela crée un appel d'air pour les projets de coup d'État. Peu de temps après son investiture, le 20 janvier 1953, la CIA informe les services secrets britanniques qu'elle est prête à renverser Mossadegh. Nom de code de la mission, Opération Ajax. Le directeur de la CIA déclare que si jamais l'Iran basculait dans le camp communiste, le monde libre serait privé de l'énorme source de revenus que représente le pétrole iranien. Afin de rallier le monarque iranien, le Shah Mohammad Reza, au projet de coup d'État, un agent de la CIA se fait conduire à son palais, caché sous une couverture. Le Shah doit signer le licenciement de Mossadegh. Pour pouvoir continuer à faire affaire avec les compagnies pétrolières occidentales, il accepte, mais à contre-cœur. Il sait en effet que son Premier ministre est très apprécié de son peuple. La première tentative de coup d'État échoue. Des officiers loyaux empêchent l'arrestation de Mossadegh. Inquiet, le Shah et sa femme s'enfuient à Rome. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'opération capote. À Rome, l'hôtel Excelsior leur offre une suite, mais ils n'ont plus de contact en Iran. Les nouvelles de Téhéran leur parviennent par des journalistes postés devant l'hôtel. Pendant ce temps, une partie de l'armée organise un putsch en Iran sous la houlette de la CIA. Le Shah revient et dissout le Parlement. Mossadegh comparaît en justice. Il dit au juge « Mon seul crime est d'avoir nationalisé l'industrie pétrolière iranienne et de l'avoir libérée du colonialisme et de l'influence politique et économique du plus grand empire sur Terre. » Verdict, 3 ans de prison, puis assignation à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Mossadegh meurt en 1967. Le Shah interdit des funérailles publiques. Peu après, l'Anglo-Iranian Oil Company devient British Petroleum, BP. Le coup d'État est apparu comme un succès à court terme, parce qu'un consortium d'entreprises américaines et britanniques a pu contrôler de nouveau le pétrole iranien, et que l'Iran est devenu un allié majeur des États-Unis dans le Golfe Persique. Mais on peut dire qu'à long terme, le putsch a été un échec, parce qu'il a délégitimé le Shah. Il était désormais considéré dans son propre pays comme la marionnette des Américains. Et les entreprises internationales étaient perçues comme des ennemis du peuple iranien. On peut penser que ça a été un des éléments déclencheurs de la révolution islamique à la fin des années 1970.
26 ans après le coup d'État, les images spectaculaires de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran par des fondamentalistes religieux feront le tour du monde. Mais en 1953, le Shah est bien installé et sous l'égide des Américains et des Britanniques, le pétrole iranien afflue de nouveau vers l'Europe et les États-Unis. À cette époque, le précieux hydrocarbure s'immisce dans tous les domaines de la vie et devient indispensable aux États-Unis. Pour de nombreux Américains, le déclic se produit en 1955 lorsque le premier McDonald's moderne ouvre ses portes dans une banlieue de Chicago. Une société entière se construit sur la voiture et le pétrole bon marché. Grâce à cette nouvelle mobilité, les Américains peuvent réaliser leur rêve de vivre en banlieue. Désormais, tout peut se faire sans quitter son véhicule. En Californie, la première église drive-in voit le jour. On y assiste à la messe, confortablement installé sur son siège. Les cinémas en plein air sont recherchés pour un premier rendez-vous amoureux. Aux États-Unis, 40% des demandes en mariage se font dans une voiture. Et avec leurs immenses parkings, les centres commerciaux attirent les jeunes générations adeptes du shopping. L'automobile devient objet de désir avec ses chromes étincelants et son moteur aussi puissant qu'énergivore. Le pétrole fait naître de nouvelles idées commerciales. Les motels ouvrent partout aux États-Unis et apportent un certain nombre d'innovations. Les chambres sont équipées d'un téléviseur et de savons emballés. Dans le couloir, un distributeur automatique sert des boissons fraîches et des glaces. Quelques années plus tard, la voiture s'invite même à l'intérieur de la maison. Les fans de la série à succès Vegas jubilent au moment où le héros entre dans son salon avec sa Ford Thunderbird après une dure journée de travail. Le pétrole change aussi l'aspect des villes d'Europe de l'Ouest. La planification des transports est entièrement axée sur l'automobile. En 1967, à Paris, les quais de Seine sont transformés en voies rapides. Berlin est traversé par une autoroute urbaine. La voiture devient un symbole de statut social, la mode est au banilon et les enfants du baby-boom ne jurent plus que par les jouets fabriqués avec un autre matériau à base de pétrole, le plastique. Les matières synthétiques sont partout. Des dessous féminins jusqu'aux pneus des avions gros porteurs. Même les épaisses combinaisons des astronautes sur la Lune en contiennent. Le pétrole contribue largement au miracle économique en Allemagne et engendre un nouveau mode de vie en France, comme dans le reste du monde occidental. Aux quatre coins de la planète, de vastes sites industriels sortent de terre grâce au pétrole facile à transformer. Les multinationales fournissent le matériau de base avec lequel on fabrique des produits en masse et à coût réduit pour le marché mondial. Même si certains pays producteurs ont obtenu des conditions plus avantageuses, les trusts pétroliers dictent toujours leurs lois. Jusqu'à ce 14 septembre 1960, où un cartel bien particulier voit le jour. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, va changer à tout jamais les rapports de force dans le secteur pétrolier. Le ministre vénézuélien des hydrocarbures, Juan Pablo Pérez Alfonso, déclare « Nous contrôlons plus de 80% des exportations de pétrole brut dans le monde et nous sommes désormais unis. Nous écrivons l'histoire. » Les membres fondateurs de l'OPEP sont l'Irak, l'Iran, le Koweït, le Venezuela et l'Arabie saoudite. Il leur faudra plus de 10 ans pour se faire entendre. Mais le choc n'en sera que plus violent pour les pays industrialisés occidentaux.
La plus précieuse des matières premières a entamé sa marche triomphale en 1859 dans l'État de Pennsylvanie. Ce qui s'apparentait d'abord à une ruée vers l'or s'est transformé en une course mondiale pour accéder aux Elephant Fields, aux plus grands champs pétrolifères de la planète. Les Américains possédaient la technologie et l'argent. Les Saoudiens avaient le pétrole. Dès que des intérêts nationaux sont en jeu, a fortiori quand il s'agit d'une ressource stratégique comme le pétrole, les gouvernements de tous bords politiques oublient leurs principes moraux et leurs idéologies. Dès les années 1970, les chercheurs étaient conscients du danger des gaz à effet de serre. Le pétrole est devenu le moteur de l'économie mondiale. Va-t-il à présent sceller notre destin ? Le dimanche 25 novembre 1973 et les 3 dimanches suivants, il est interdit de circuler en voiture sur tout le territoire ouest-allemand. Une première dans l'histoire du pays. De même que pour la première fois depuis la fin de la guerre, l'essence est rationnée. Certaines stations-service allemandes et britanniques sont en rupture de stock. En France, les prix explosent. Ici aussi, on craint de manquer de pétrole. Les gens font tous des réserves, comme si on était à l'aube d'une 3e guerre mondiale. En Allemagne, entre octobre et décembre 1973, il y a eu 20% de plein d'essence en plus. Une grande partie a été stockée dans des réservoirs inflammables, quelque part dans les maisons. 150 000 tonnes rien qu'en novembre. Et pareil pour le mazout. Les ventes ont augmenté de 30% par rapport à la normale. Au total, 16 millions de tonnes de mazout léger ont été entreposées dans les citernes des caves allemandes pour pouvoir se chauffer à fond jusqu'au mois de mars. Mais l'Europe n'est pas le seul continent en état d'urgence. Aux États-Unis, des files d'attente se forment aux stations essence. Beaucoup d'Américains prennent conscience que leurs champs pétrolifères ne suffisent plus à couvrir leurs propres besoins. C'est la conséquence d'un conflit qui s'est embrasé quelques semaines plus tôt dans une autre région du monde. Le 6 octobre 1973, des troupes égyptiennes et syriennes attaquent Israël. Cela arrive le jour même où les Juifs du monde entier célèbrent Yom Kippour, la fête la plus importante dans la religion juive. L'offensive prend les Israéliens par surprise. Les Arabes ont mis à exécution leur menace de jeter Israël à la mer. Grâce à l'approvisionnement en armes américaines, l'État hébreu parvient in extremis à éviter une défaite militaire. Mais le soutien des États-Unis a un prix. Quelques jours seulement après les livraisons d'armements américains, les pays pétroliers arabes réduisent leurs exportations. Du jour au lendemain, le prix du baril augmente de 70%. Le pétrole est devenu une arme politique et ses effets sont potentiellement redoutables pour l'Occident. Plus de 60% des réserves connues à l'époque se trouvent dans le monde arabe. Les nouveaux maîtres de l'or noir ne sont plus uniquement les pompistes de l'Occident. Ils forment une élite éduquée et sûre d'elle, affichant une attitude tout autre que celle de leurs prédécesseurs. Doesn't this new massive increase in the price of oil mean a change in the world balance of power between the developing nations like you, the producers, and us, the developed industrialized nations? Yes, it will. Les livraisons de pétrole aux alliés d'Israël, comme l'Allemagne, sont réduites à partir du 5 novembre 1973. Une baisse qui peut atteindre 20%. Le prix de l'essence et du mazout flambe. Il passe de 12 à 70 pfennig le litre. Les pays arabes exportateurs jugent le moment idéal pour prendre cette mesure. L'hiver, la consommation d'énergie fossile augmente à cause du chauffage. Une réduction de l'approvisionnement ne peut donc pas tomber plus mal. Il y a aussi un facteur psychologique.
À savoir qu'à l'époque, les noms comme Arabie Saoudite ou Koweït sont entrés dans la carte mentale des Européens de l'Ouest. Alors qu'avant le choc pétrolier, ils ne connaissaient sans doute même pas l'existence de ces pays. Pour la première fois, ce sont les exportateurs de pétrole qui mènent le jeu. Le ministre du pétrole saoudien ne mâche pas ses mots. The era of a very cheap source of energy is gone, and this is a new era. Les journalistes trouvent un terme pour désigner les nouvelles règles en vigueur dans l'industrie pétrolière, le chantage. Cela reflète le sentiment de nombreux Européens de l'Ouest qui prennent soudain conscience de leur dépendance à la politique des princes arabes. L'image de pays pétroliers cupides arrange bien certains dirigeants occidentaux. Car le véritable problème est délicat à expliquer. En réalité, la pénurie de pétrole tient moins à la baisse des exportations en provenance du Proche-Orient qu'à la hausse drastique de la consommation dans les pays industrialisés. En Occident, les besoins sont passés de 19 millions de barils par jour au début des années 1960 à 44 millions en 1972. Une augmentation colossale, notamment aux États-Unis. Les Américains, qui représentent 6% de la population mondiale, consomment plus de 30% de toute l'énergie et plus de la moitié de l'essence produite sur Terre. Par exemple, une grosse voiture américaine brûle environ 10 litres pour 57 km. Avec la même quantité de carburant, de nombreux modèles européens parcourent près de 2 fois cette distance. Ce qui inquiète tout particulièrement les Américains, c'est que le pays a atteint son pic de production en 1970 avec 11 millions de barils par jour. Même au Texas, la quantité de brut extraite diminuera par la suite. Right now is the worst time in history that we've ever had in service station business. The very worst. En 1973, le président Nixon s'adresse à tous les Américains dans un discours télévisé. We are now consuming more energy than we produce. A year and a half ago, I sent to the Congress the first presidential message ever devoted to the energy question. I shall soon submit a new and far more comprehensive energy message containing wide-ranging initiatives to ensure necessary supplies of energy at acceptable economic and environmental costs. Le gouvernement américain commande un film pour inciter la population à changer de mode de vie. To meet this challenge, we must change our energy habits. We must end our love affair with the big car and use buses and commuter trains. Metroliner tickets, they board the Metroliner. We must walk or use bikes rather than drive. L'industrie automobile américaine est alors appelée à doubler les performances des moteurs en 10 ans. Concrètement, cela signifie que leur consommation de carburant doit passer de 19 à 11 litres pour 100 km. En France aussi, on réagit face à la forte consommation de pétrole. La plupart des mines de charbon ont fermé en raison de leurs coûts de production trop élevés, et depuis les années 1960, le pays est encore plus dépendant du pétrole que l'Allemagne de l'Ouest. Il faut faire des économies d'énergie. Les publicités lumineuses sont interdites et les programmes de la télévision publique s'arrêtent à 23 heures. Mais le changement le plus important réside dans l'exploitation d'une nouvelle ressource énergétique. Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout ça. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et puis aussi parce que maintenant, nous avons la volonté de le faire, car nous croyons que c'est cela la solution à nos besoins. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Entre 1974 et 1989, la France construit 56 réacteurs nucléaires. Et ce n'est que le début. Si en 1973, l'énergie atomique ne représente que 8% de la production d'électricité nationale, sa proportion atteint 72% en 2019,
soit la part la plus élevée au monde. Là encore, une conséquence du choc pétrolier. Cela a obligé les pays les plus énergivores à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à réduire leur consommation de pétrole. Avec le recul, on peut dire qu'en 1973, on a raté l'occasion de changer de modèle de développement et de sortir des énergies fossiles, à commencer par le pétrole. America's first solar home provides a practical demonstration of harnessing sun power. Trapped by glass rooftop collectors, solar heat warms a film of water which transfers its heat to chemicals which pass on the warmth to a hot water radiator system. The housewife sets the temperature by a thermostat, providing heat as it is needed, summer, winter, spring or fall, every day of the year. Dans les années 1950 déjà, on expérimente l'énergie solaire. Après 1973, de nombreux pays industrialisés commencent à investir dans la production de ressources durables. La crise pétrolière est à la fois une onde de choc et une opportunité de changement. Elle aurait peut-être eu un impact plus fort si elle avait duré plus longtemps. Mais avant même de donner une chance aux énergies renouvelables, on ferme la plupart des installations et on abandonne les programmes de recherche. Car dès le printemps 1974, l'horizon s'éclaircit sur le front du pétrole. Si l'Arabie saoudite a largement contribué au boycott, elle rouvre à présent les vannes. Le conflit au Proche-Orient se détend. Il faut dire que les enjeux financiers sont de taille. L'Arabie saoudite tire la quasi-totalité de ses revenus de l'or noir. Elle a donc tout intérêt à rétablir de bonnes relations avec les pays occidentaux. I would say that today, American ties with Saudi Arabia have never been stronger and have never more solidly been based than they are now. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a remporté sa première épreuve de force avec l'Occident. L'or noir coule de nouveau à flot, mais il est plus cher. Pour les pays producteurs, c'est le début d'un âge d'or. En 1973, on a dit qu'il s'agissait du plus grand transfert de richesse qui se soit jamais produit dans le monde en si peu de temps. Les dollars sont passés des plus gros consommateurs de pétrole, États-Unis, Europe de l'Ouest et Japon, aux pays exportateurs de pétrole. Pour la première fois de leur histoire, certains de ces États étaient en mesure de construire des infrastructures. Les revenus des pays exportateurs passent de 23 milliards de dollars en 1972 à 140 milliards en 1977. Ils amassent tellement d'argent sur leurs comptes que les experts craignent un manque de liquidités et, par voie de conséquence, un effondrement du cycle économique mondial. Cette peur est infondée. Les nouveaux maîtres du pétrole dépensent sans compter. Ils investissent dans les infrastructures, les administrations et la modernisation de leur pays, mais aussi dans l'immobilier et l'armement. Les membres de l'OPEP accomplissent ce que personne ne croyait possible. En 4 ans, ils dépensent encore plus qu'ils ne gagnent. L'OPEP a besoin de l'argent de l'Occident et l'Occident a besoin du pétrole de l'OPEP. Les dirigeants arabes sont courtisés et les grands groupes pétroliers se remplissent les poches. 7 d'entre eux dominent le marché mondial. BP, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Chevron et Texaco. Ils extraient, transportent, raffinent et vendent. Ni les pays producteurs de pétrole ni les clients ne peuvent les contourner. Mais la forte demande bouleverse le secteur dans les années 1970. Aux 4 coins de la planète, on consomme toujours plus vite diverses quantités de pétrole. Cela génère ce qu'on appelle un marché au comptant. Les négociants achètent désormais à tout moment et à qui ils veulent. Ils réagissent immédiatement aux évolutions qui se produisent chaque jour, voire chaque heure, sur le marché. Si Internet n'existe pas encore, il y a le téléx. À l'époque,
il n'en faut guère plus pour prendre part au commerce pétrolier. L'un des acteurs de ce marché au comptant devient le roi du pétrole. Son credo, n'obéir qu'à une seule morale, celle du marché. Les soubresauts de la politique mondiale ne l'intéressent pas. Cet homme d'affaires américain prospère est pourtant méprisé par son gouvernement. Son nom, Mark Rich. Mark Rich a continué à acheter et vendre du pétrole iranien alors que les Iraniens occupaient l'ambassade américaine et détenaient des otages. C'était la plus grande humiliation que les Américains avaient essuyée depuis des décennies. Et lui, en tant que citoyen américain, il vendait du pétrole iranien malgré l'embargo sur le pays. Il est devenu persona non grata aux États-Unis. On ne lui a jamais pardonné de faire du commerce avec l'ennemi de la nation. L'opinion publique est indignée. Mais en coulisses, les décideurs américains savent très bien que leur principal allié au Proche-Orient, Israël, est dépendant du pétrole de Mark Rich. L'Iran était pratiquement en guerre contre Israël et l'ayatollah menaçait sans cesse de détruire l'unité sioniste. Ce qui est fou, c'est qu'en même temps, les mollahs vendaient leur pétrole à l'homme d'affaires juif américain Mark Rich, qui le livrait ensuite à leur ennemi juré, Israël. Mais le plus incroyable, c'est que ce même Mark Rich m'a confié que toutes les parties concernées étaient au courant. Les Iraniens savaient que le pétrole allait directement à Israël, et Israël savait qu'il venait d'Iran. Tout le monde était d'accord, en secret bien sûr. Pourquoi? L'Iran voulait vendre du pétrole parce qu'il lui fallait de l'argent, et Israël avait impérativement besoin de pétrole, peu importait sa provenance. Aujourd'hui, presque plus personne ne connaît l'histoire de la connexion pétrolière israélo-iranienne. 10 ans avant que les deux pays ne deviennent ennemis, le pétrole iranien est transporté par bateau jusqu'à Eilat, en Israël, en passant par le golfe Persique et la mer Rouge. Il emprunte ensuite un pipeline de 250 km jusqu'au port pétrolier israélien d'Ashkelon sur la Méditerranée. Officiellement, l'Iran et Israël n'ont pas de relations diplomatiques. Officiellement, l'Iran boycotte Israël. Mais en coulisses, le Shah fournit des millions de tonnes de pétrole à l'État hébreu. Le pipeline est une joint venture détenue à part égale par Israël et l'Iran. En 1969, 10 millions de tonnes de pétrole iranien sont ainsi acheminées vers Israël. Mais à l'époque déjà, l'Iran doit ménager les musulmans qui voient en Israël un adversaire. Dès le début, les transactions pétrolières entre les deux pays sont donc secrètes. Pour mener ces opérations sans faire de bruit, les deux parties ont besoin d'un intermédiaire discret, quelqu'un comme Mark Rich. Les affaires marchent tellement bien qu'Israël peut même revendre le pétrole iranien. Là encore, Mark Rich tire les ficelles dans l'ombre. Mark Rich réceptionnait le pétrole à Ashkelon, sur la côte méditerranéenne israélienne, et l'envoyait en Espagne via la Roumanie. La Roumanie est le seul pays du bloc communiste à ne pas avoir rompu ses relations avec Israël. Mais le pétrolier n'y décharge pas sa cargaison. L'itinéraire emprunté n'est qu'une couverture. La véritable destination est l'Espagne. Le dictateur fasciste espagnol Franco n'avait pas de relation avec Israël et ne voulait pas en avoir. Seulement, il avait besoin de pétrole. Il lui en fallait le plus possible, même s'il venait de l'État hébreu. Peu lui importait qu'il provienne d'Israël, mais il n'a jamais voulu le reconnaître publiquement. D'où ce détour par la Roumanie. Cet accord marque le début de l'ascension fulgurante de Mark Rich dans l'industrie pétrolière. Sa spécialité est de mettre en contact des partenaires qui officiellement ne veulent rien avoir à faire ensemble. Après la guerre du Kippour et l'embargo, le prix du baril est multiplié par 4 et le pétrole plus convoité que jamais. Ça a été une période bénie pour Mark Rich. Alors que les compagnies pétrolières occidentales étaient à sec, lui, il nageait littéralement dans le pétrole, grâce à ses bonnes relations avec l'Iran.
L'homme d'affaires indépendant continue à être approvisionné par l'Iran. Les mollahs ont besoin de lui car leur pays ne dispose pas de canaux de distribution. Marc Rich achète et vend du pétrole dans le monde entier. Il traite avec Fidel Castro à Cuba et les sandinistes au Nicaragua. Il vend du brut iranien, équatorien, vénézuélien, nigérian ou soviétique à l'Espagne, la Turquie ou l'Italie, mais aussi au ministère américain de la Défense. Il fournissait du pétrole au régime cubain et aux sandinistes. Pour ces derniers, il était même sans doute plus important que le mouvement de solidarité qui les soutenait en Occident. Lui, le capitaliste pur et dur, aidait les révolutionnaires marxistes. Quelle ironie de l'histoire! Marc Rich révolutionne le commerce du pétrole et pose les bases du marché au comptant qui offre une certaine souplesse en période de pénurie. Son entreprise, installée dans la ville pittoresque de Zug, près de Zurich, engrange plus d'1 milliard de dollars en 1974. À la fin des années 70, Marc Rich possède 30 bureaux sur tous les continents. Son principal partenaire commercial reste l'Iran, à qui il achète en moyenne 200 000 barils par jour. Mais voilà que la révolution islamique déferle sur le pays. Le Shah Reza Pahlavi est destitué. L'ayatollah Khomeini revient de son exil. Le 4 novembre 1979, des centaines d'Iraniens attaquent l'ambassade américaine à Téhéran et prennent en otage 52 employés. Impuissants, les États-Unis voient leur drapeau brûler. L'affaire des otages est sans doute le pire affront qu'ils aient subi jusque-là. The actions of Iranian leaders and the radicals who invaded our embassy were completely unjustified. They and all others must know that the United States of America will not yield to international terrorism or to blackmail. Le président Carter inflige toute une série de sanctions politiques et économiques. Mais cela n'impressionne guère Marc Rich, qui bénéficie de la neutralité helvétique. Sa position était la suivante. Son entreprise, basée à Zug, était soumise aux lois suisses et non pas américaines. C'est donc en toute légalité qu'il pouvait acheter du pétrole à l'Iran. Les Israéliens continuent eux aussi à acheter du pétrole iranien. À présent, Marc Rich les livre avec des navires-citernes. Je crois qu'on peut dire sans exagérer que Marc Rich était vital pour Israël. Officiellement, l'ayatollah parlait d'éliminer Israël. Mais dès qu'il était question de devises, de pouvoir et de pétrole, la doctrine pure, l'idéologie passait au second plan. L'essentiel était de pouvoir vendre le pétrole. Il ne peut y avoir plus grand paradoxe. C'est le triomphe du marché sur l'idéologie. Les États-Unis annoncent toutefois des représailles contre l'attaque de leur ambassade et la prise en otage de leurs ressortissants. Marc Rich est accusé de commerce avec l'ennemi. Le FBI le place sur la liste des personnes les plus recherchées. Mais il vit en Suisse, qui fait prévaloir son autonomie juridique et ne l'extrade pas. En 1985, 2 agents américains tentent d'enlever Marc Rich en Suisse. Bien sûr, c'est parfaitement illégal selon la loi helvétique. Ils se rendent à Zug, ils connaissent même l'angle de pente de la rue. Ils pensent qu'un hélicoptère va pouvoir atterrir et s'apprêtent à capturer Marc Rich. Mais voilà que 2 hommes en civil arrivent et leur demandent leurs papiers. À ce moment-là, les agents américains réalisent qu'ils ont été démasqués. Les 2 hommes sont des policiers fédéraux suisses et ils leur font clairement comprendre qu'ils seront arrêtés s'ils ne quittent pas la Suisse immédiatement. Le FBI n'abandonne pas la partie pour autant. Le négociant en pétrole est un ennemi de l'État américain et un des criminels les plus recherchés. Comme dans un roman d'espionnage, on assiste à un jeu du chat et de la souris. Un jeu auquel Marc Rich risque gros. Les États-Unis ont essayé à plusieurs reprises de faire sortir Marc Rich de Suisse, ou de l'arrêter dans d'autres pays,
notamment en Angleterre, en Jamaïque et en Russie. Mais Mark Rich m'a confié qu'il était toujours très vigilant. Il faisait attention. Il ne prenait jamais d'avion de ligne. Il voyageait toujours dans des jets privés qu'il réservait à la dernière minute. Il s'enregistrait à l'hôtel sous un faux nom. Et puis, chose très importante, son chef de sécurité personnelle était un ancien agent du Mossad, les services secrets israéliens. Il organisait minutieusement tous ses projets et ses voyages. De plus, Mark Rich avait bien évidemment les moyens d'engager plusieurs gardes du corps. Il pouvait se payer la protection dont il avait besoin. Un agent américain qui a été à ses trousses pendant 17 ans m'a dit un jour que c'était comme s'il avait eu affaire à un homme d'État. Les États-Unis tentent également de capturer Mark Rich au moyen de l'argent. La radio Voice of America diffuse régulièrement un message qui promet 750 000 $ à celui qui le prendra. Tout cela ne sert à rien. La justice américaine le traquera pendant 17 ans, l'homme restera insaisissable. Mais aux États-Unis, il ne se débarrassera jamais de son image d'ennemi public. Malgré tous ces obstacles, il continue à développer ses activités. En 1990, 7 ans après sa mise en examen, son entreprise est implantée dans 128 pays et emploie 1200 salariés. Il achète et vend 1 500 000 barils de pétrole par jour, soit plus que la quantité produite par un pays de l'OPEP comme le Koweït. En 1993, Mark Rich vend les dernières parts de son entreprise, la Mark Rich & Co. AG, qui devient la société suisse Glencore, aujourd'hui le plus grand groupe de négoce de matières premières au monde. L'histoire de Mark Rich montre la double morale qui prévaut en politique. Dès que des intérêts nationaux sont en jeu, a fortiori quand il s'agit d'une ressource stratégique comme le pétrole, les gouvernements de tous bords politiques oublient leurs principes moraux et leurs idéologies. Il n'y a plus que leurs intérêts qui comptent. L'or noir provoque un étonnant revirement dans la politique énergétique du gouvernement britannique. Depuis des décennies, la Grande-Bretagne est en bisbille avec les pays producteurs de pétrole à cause des prix élevés qu'ils pratiquent. Au milieu des années 1970, tout bascule. Le Premier ministre Harold Wilson caresse même l'idée d'une présidence britannique au sein de l'OPEP. Que s'est-il passé ? Les premiers sondages en mer du Nord ont été réalisés bien avant le choc pétrolier. Depuis les années 1960, des entreprises américaines y prospectent du pétrole. Après de longs efforts infructueux, elles s'apprêtent à abandonner ces recherches coûteuses. Mais puisque la plateforme offshore est installée et payée, elles font une dernière tentative en 1969. À 3000 mètres de profondeur, un échantillon est prélevé. Il a un éclat doré, signe de la présence du précieux liquide. Après cette découverte, les compagnies affluent en Norvège et en Grande-Bretagne. Un an plus tard, BP, puis Shell et Exxon trouvent du pétrole. L'un des gisements à explorer est le Brent, à environ 180 km au nord-est des îles Shetland. Les premiers sondages laissent penser qu'il s'agit d'un important réservoir de pétrole. Cela provoque une véritable ruée vers l'or noir. La perspective d'extraire du pétrole dans un pays qui n'augmente pas les prix de façon arbitraire, ne menace pas d'imposer des quotas et ne déclenche pas de révolution, est stimulante. Même si le forage en mer du Nord coûte 10 fois plus cher que la production de l'Arab Light, le brut de référence au Moyen-Orient. Les investissements sont étroitement liés au prix du pétrole. Lorsque celui-ci augmente, de nombreux investissements qui n'étaient pas rentables jusque-là le deviennent. C'est ce qui s'est passé en 1973. Avec la hausse du prix du baril, il est devenu économiquement plus intéressant de prospecter en mer du Nord. Mais la mer du Nord est dangereuse, financièrement et physiquement. Il faut creuser bien plus en profondeur. La météo est impitoyable et change en quelques minutes. Des vagues de plus de 20 mètres peuvent s'abattre sur les plateformes et les navires de ravitaillement, et en cas de tempête, les vents soufflent à plus de 120 km/h. Malgré tous ces inconvénients, l'extraction d'hydrocarbures à grande échelle démarre. 6 ans après la découverte du premier gisement,
le 18 juin 1975, le Royaume-Uni raffine pour la première fois son pétrole. Congratulations to the firms and to the people who have brought this oil ashore from under the most terrifying and capricious waters in the world. It's an astonishing technical achievement. Tout porte à croire que la Grande-Bretagne va bientôt nager dans le pétrole. Le Brent produit à lui seul 500 000 barils par jour. Qui pourrait encore vouloir une baisse du prix du brut ? If we use it right, this flood of energy can, without doubt, much improve our economic well-being. Du jour au lendemain, Aberdeen devient la capitale européenne du pétrole offshore. Le port écossais s'enrichit. À la fin des années 1990, le boom est terminé. En 1999, les plateformes de la mer du Nord ne produisent plus qu'environ 6 millions de barils par jour et en 2017, 2 millions seulement. Désormais, on démonte les installations. Avec la baisse des prix, le forage offshore n'est plus rentable. Mais au début des années 1980, le pétrole de la mer du Nord a un impact colossal. La suprématie de l'OPEP commence à s'effriter. Les États membres sont inquiets. L'OPEP a pris une décision qu'elle n'avait encore jamais prise. Elle a instauré un système de quotas pour soutenir le cours du pétrole. Le problème était que l'Arabie saoudite, le membre clé du cartel qui jouait le rôle d'arbitre, pour défendre ses propres intérêts, a réduit sa production de 10 millions de barils par jour en 1982 à 2 millions en 1985, afin de stabiliser les prix. L'OPEP impose un quota de production faible à tous ses États membres. Mais hormis l'Arabie saoudite, ils ne peuvent pas suivre, car un tel contingent ne leur permet plus de réaliser des bénéfices. Le quota n'est donc pas respecté à la lettre. Le chaos qui régnait au sein de l'organisation a pris une tournure absurde. En 1984, l'OPEP a chargé une agence internationale de la contrôler elle-même. Les chiffres de production de chaque État membre devaient être rigoureusement vérifiés à partir des comptes, des factures et des documents d'exportation. Mais la mission a échoué parce que les inspecteurs n'ont pas eu accès aux bureaux et sites de production. Certains pays leur ont même refusé l'entrée sur leur territoire. L'OPEP ne peut pas endiguer la chute des prix. Si un baril de brut coûte encore plus de 39 $ en avril 1980, il vaut moins de 10 $ en 1986, soit une réduction de 74%. Pour l'OPEP, c'est une situation inédite. Pour la plupart des habitants des pays occidentaux, en revanche, la baisse du cours du pétrole est une bonne nouvelle. On peut de nouveau filer à toute vitesse sur les autoroutes et dans les airs. À l'époque, la question des combustibles fossiles et de leurs effets néfastes sur le climat n'intéressait qu'une poignée de spécialistes. Le terme réchauffement climatique n'existait pas encore. Non seulement on considérait que le pétrole était moins dangereux et moins sale, mais on voyait aussi les grands avantages qu'il présentait. Il permettait de soulager les tâches pénibles et offrait une formidable mobilité. Les gens s'étaient habitués à un approvisionnement abondant en pétrole. C'était quelque chose que personne ne remettait en question. Et aujourd'hui encore, ça semble aller de soi. Parmi les produits issus de la pétrochimie figurent les détergents, les médicaments, les casques de vélo, les cosmétiques, le stylo et le frisbee. On peut citer également les terrains de football synthétiques et bien sûr les jouets en plastique. On paie avec du pétrole, pas de carte de crédit sans plastique. Même le monde informatique n'y échappe pas. Clavier, écran, smartphone, tablette, tout est fabriqué à base d'hydrocarbures. Si la révolution numérique commence dans les années 1980, c'est précisément parce que le prix du pétrole est stable, une condition indispensable à la construction d'ordinateurs bon marché. Et le prix du baril ne cesse de diminuer. Cela s'explique entre autres par une plus grande conscience écologique de l'opinion publique.
Les marées noires ternissent l'image du pétrole. L'heure est aux économies d'énergie. La demande d'hydrocarbures, qui augmentait sans cesse jusque-là, stagne. Si le fléchissement des prix n'entraîne qu'un petit creux dans la croissance de pays comme l'Arabie saoudite, d'autres États sont menacés dans leur existence même. À la fin des années 1980, le plus grand pays du monde s'enfonce toujours plus dans l'abîme. À l'extérieur, l'Union soviétique démontre sa puissance, mais une crise majeure secoue son économie et la chute du cours du pétrole ne fait qu'aggraver la situation. Le budget de l'État soviétique est très dépendant des exportations de pétrole. Pour assurer sa survie, l'immense empire a besoin de 15 à 17 milliards de dollars par an. La baisse du prix du brut inflige des milliards de pertes à l'URSS. Vladimir Poutine aime dire que la perestroïka a été le coup de grâce pour le bloc communiste. Mais l'effondrement du cours du pétrole y est aussi pour beaucoup. Au milieu des années 1980, pour la première fois, on ne pouvait plus masquer les maux de l'économie soviétique. Il y avait une pénurie de produits alimentaires. Des files d'attente se formaient devant les magasins et les boulangeries. Soudain, les gens se rendaient compte que ce que leur régime leur avait raconté jusque-là, à savoir que l'URSS était le meilleur pays au monde et que le socialisme allait résoudre tous les problèmes, que tout cela n'était pas vrai. Le régime ne pouvait plus balayer d'un revers de la main ces difficultés, qui étaient dues en partie à la chute du prix du pétrole. Il ne pouvait plus acheter de la nourriture à l'étranger pour remédier temporairement à la pénurie. Il fallait engager des réformes. La population entière voyait bien ce qui se passait. Les gens faisaient la queue des heures pour acheter une miche de pain. Ce n'était pas digne d'une superpuissance. Au début des années 1990, l'URSS implose, avec toutes les conséquences économiques et politiques que cela implique. Le mur de Berlin serait-il tombé sans la crise pétrolière soviétique? Beaucoup d'historiens en doutent. Et aujourd'hui, la Russie est chroniquement dépendante des ressources fossiles. Près des 2/3 de ses exportations et 40% de ses recettes publiques proviennent du pétrole, du gaz et du charbon. Et jusqu'ici, le président Poutine ne donne pas l'impression de vouloir restructurer l'économie. C'est la même situation que sous Gorbatchev. Le pays devrait entreprendre des remaniements. Poutine a été assez malin. Il a créé un important fonds souverain qui s'élève à des centaines de milliards, et en période de crise comme maintenant, il peut puiser dedans. Mais là encore, c'est une solution provisoire, et si le prix du pétrole reste bas, il faudra une fois encore réformer. Poutine n'aime pas réformer, parce que c'est impopulaire, que ça l'oblige à restructurer, que ça nuit à certains groupes d'intérêts et que ça implique la refonte du système entier. Vladimir Poutine ne prépare pas l'avenir économique du pays. Il compte uniquement sur le fait que le changement climatique va libérer des matières premières au pôle Nord. Il a besoin de nouveaux champs pétrolifères. En développant massivement sa flotte de brise-glace, la Russie envoie un signal clair à Washington, à Pékin et aux autres capitales. Le pays dont le littoral arctique s'étend de la frontière norvégienne au Pacifique veut profiter au maximum de sa situation géographique, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Le nord du cercle polaire renferme 13% des gisements potentiels de pétrole du globe. Vladimir Poutine déclare en 2012 « Les champs offshore, en particulier dans l'Arctique, constituent notre réserve stratégique pour le XXIe siècle. » Le pétrole est ainsi une réserve, voire une arme stratégique. Là encore, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. En 1990 déjà, un homme se voit comme le futur maître du pétrole et le leader du monde arabe, Saddam Hussein. Le matin du 2 août 1990, 100 000 soldats irakiens envahissent le Koweït. Saddam Hussein a un objectif clair,
prendre possession des puits de pétrole koweïtiens. La longue guerre contre l'Iran a pris fin 2 ans plus tôt. Elle a affaibli financièrement l'Irak. Après l'attaque, le contrôle des gisements irakiens et koweïtiens garantit 20% des réserves mondiales à Saddam Hussein. Aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et au Japon, on tire la sonnette d'alarme. La prochaine cible de Saddam Hussein sera-t-elle l'Arabie Saoudite ? Les Américains envoient rapidement des troupes dans le Golfe, car l'accord passé en 1950 avec Truman et qui garantit la protection de l'Arabie Saoudite tient toujours. Le président George Bush impose une intervention militaire à son pays et ses alliés. The stakes are high. Iraq is already a rich and powerful country that possesses the world's second largest reserves of oil and over 1 million men under arms. It's the 4th largest military in the world. Our country now imports nearly half the oil it consumes and could face a major threat to its economic independence. Much of the world is even more dependent upon imported oil and is even more vulnerable to Iraqi threats. Le dirigeant irakien n'essaie même pas de contredire les arguments de George Bush. Il veut devenir le premier producteur de pétrole de la planète pour faire de son pays une grande puissance et entrer dans l'histoire en tant que leader du monde islamique. Malgré les nouvelles règles qui régissent le commerce pétrolier et la capacité à éviter les pénuries, malgré la fin de la guerre froide et l'entente retrouvée entre l'OPEP et l'Occident, le pétrole revient soudain sur le devant de la scène internationale. Il se révèle un élément clé dans les jeux de pouvoir économique et politique. En septembre 1990, lorsque Saddam Hussein menace de détruire les sites de production saoudiens, le prix du baril est multiplié par plus de 2. 4 mois plus tard, le 17 janvier 1991, la plus grande offensive aérienne de l'histoire est lancée. 700 avions de la coalition anti-Saddam Hussein attaquent l'Irak. Des éclairs sillonnent en permanence le ciel. Les caméras zooment sur les bunkers. Les images aériennes, les viseurs des bombardiers et les explosions envahissent les écrans de télévision. La guerre du Koweït de 1991 est le premier conflit que l'on peut suivre en direct et en couleur sur la chaîne d'information américaine CNN. La riposte de la coalition est suivie des faits. Quelques heures après le raid, le prix du pétrole baisse de nouveau. Il passe à $40, puis à 30 et enfin à $20 le même jour. Personne ne croit à une victoire de Saddam Hussein, ni à une pénurie de pétrole. Dès le début de la guerre, il a ainsi perdu sa plus grande bataille. En dépit des puits de forage en feu, le pétrole n'est pas devenu l'arme de Saddam Hussein et son cours reste bas. Jusqu'à l'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène internationale au début de ce millénaire. La Chine est devenue une superpuissance économique et c'est désormais le 2e plus gros consommateur de pétrole derrière les États-Unis. Les Chinois sont bien décidés à rattraper leur retard. Ils veulent des voitures modernes, des logements spacieux et de gros climatiseurs. Pour cela, ils ont besoin d'énormes quantités d'énergie. Dans les années 90, la Chine consommait autant de pétrole que l'Allemagne. Aujourd'hui, elle en consomme presque 5 fois plus et d'ici peu, elle dépassera l'Union européenne. En juin 2008, le prix du baril de brut monte à $140, la plus haute moyenne mensuelle jamais enregistrée. Mais la ruée vers l'or noir prend fin. Une technique d'extraction controversée devient pour la première fois rentable, la fracturation hydraulique. Le premier boom du pétrole de schiste commence en 2008. 5 ans plus tard, en 2013, les Américains extraient plus de pétrole qu'ils ne l'ont jamais fait dans leur histoire. La production grimpe à 1,1 million de barils par jour, soit une hausse de 13,5%. Et tout cela grâce à la fracturation hydraulique. 10 ans plus tôt, ils pensaient encore que leurs réserves de pétrole seraient bientôt épuisées. Mais à présent, les États-Unis produisent plus de 11 millions de barils par jour, dont 3 millions rien qu'au Texas. En 2015, pour la première fois en 40 ans, les États-Unis exportent à nouveau du pétrole. L'industrie pétrochimique est florissante. Mais la fracturation hydraulique suscite de vives polémiques. Il faut creuser un puits à plusieurs kilomètres de profondeur avant de poursuivre le forage à l'horizontale.
Dans la technique du forage horizontal, un mélange d'eau, de sable quartzeux ou de billes de céramique et de substances chimiques est soumis à une pression pouvant atteindre 1000 bars. Cette pression fait éclater la roche, ce qui permet au pétrole ou au gaz qu'elle contient de remonter à la surface. Grâce à des corps solides et à des produits chimiques, on maintient les fissures obtenues ouvertes. Le problème, c'est que 17 de ces substances chimiques sont considérées par l'Agence fédérale de protection de l'environnement comme dangereuses pour l'eau. 38 autres substances sont qualifiées de toxiques pour la santé humaine. Et si le liquide de fracturation entre en contact avec les nappes phréatiques, ça provoque des dégâts irréversibles. Et les États-Unis ne restent pas là. Ils ont recours à une autre technique, elle aussi très controversée, la production de pétrole à partir de sable bitumeux. Une activité qui transforme des régions entières en désert. Contrairement à son prédécesseur Barack Obama, le président Donald Trump mise beaucoup sur ces nouvelles méthodes. En 2020, il attaque son concurrent Joe Biden sur la question du pétrole. But Biden has vowed to abolish fracking, right? He says we're going to not frack anymore. He has no idea what it means. We are not, no fossil fuels, no nothing. We're going to close down all our factories. We're going to go with wind. Wind is going to be the answer. Kills all our birds, everything else. Trump favorise l'essor de nouvelles techniques d'extraction en accordant des concessions dans des zones naturelles protégées et en supprimant la réglementation sur la fracturation hydraulique édictée par Obama. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il a déclaré que le réchauffement climatique était une invention des Chinois. Aux États-Unis, 10 millions d'Américains ont un emploi lié au pétrole, des banquiers aux métallurgistes. Trump était président, mais aussi homme d'affaires, et il avait investi dans des compagnies pétrolières américaines. Il a sabordé l'Agence fédérale de protection de l'environnement pour maintenir l'industrie pétrolière en vie. En 2018, au Texas, grâce aux subventions publiques et malgré le coût de la fracturation hydraulique, près de 500 derricks extraient du pétrole et du gaz sur plus de 194 000 km². En 2019, 160 ans après la découverte du premier gisement en Pennsylvanie, les progrès technologiques permettent aux États-Unis de redevenir le premier producteur de pétrole au monde, devant la Russie et l'Arabie saoudite, et aussi le plus grand exportateur de pétrole. L'Amérique renoue ainsi avec l'époque de Rockefeller. Sur ce point, le prix joue un rôle clé. Le baril coûte désormais plus de 70 $. Un système éprouvé ressurgit. Une forte demande, une hausse des prix et des défenseurs de l'environnement entravés par la loi. Qu'est-ce qui pourrait encore faire obstacle ? La pandémie de Covid remet en cause les anciens modèles. Début 2020, plus aucune grande puissance économique n'a besoin de pétrole. Tout est à l'arrêt. Bien qu'extraordinairement bon marché, le pétrole ne trouve pas preneur. Le cours du baril atteint son taux historique le plus bas. Les négociants doivent mettre la main à la poche pour se débarrasser de leur stock. Les pétroliers ne peuvent plus décharger leur cargaison car tous les entrepôts sont pleins à craquer. Bien sûr, l'économie mondiale va redémarrer et la demande en pétrole va de nouveau augmenter. Mais il semblerait que cette rupture arrive à un moment où l'humanité se trouve à un tournant. Pour la préservation du climat et la survie de l'humanité, il est indispensable de repenser l'approvisionnement énergétique. Le pétrole, le gaz et le charbon sont nocifs pour le climat. Leur extraction et leur combustion libèrent du méthane et du dioxyde de charbon, qui représentent environ 72% des gaz à effet de serre. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi combattre la toute-puissante industrie pétrolière qui dispose d'énormes moyens financiers. Elle est défendue par l'un des lobbies les plus influents au monde et elle a longtemps tout mis en œuvre pour que la peur du dérèglement climatique ne menace pas ses bénéfices. Shell était déjà parfaitement conscient du danger des gaz à effet de serre au milieu des années 1980. Vers 1984, le groupe a chargé 6 de ses chercheurs de se pencher sur le sujet.
Et en 1988, ces 6 experts ont remis un rapport volumineux qui était on ne peut plus clair. Les chercheurs expliquent sans l'ombre d'un doute que le dioxyde de carbone libéré par la combustion d'énergie fossile va réchauffer la planète. Pas du vivant des décideurs actuels, précisent-ils, mais sans doute de celui de leurs enfants et petits-enfants, c'est-à-dire aujourd'hui. À l'époque, l'industrie pétrolière aurait pu rendre ses connaissances publiques pour éveiller les consciences. Si elle y avait consenti, nous serions aujourd'hui dans une situation totalement différente. Mais les compagnies pétrolières ont décidé de faire exactement le contraire. Elles ont gardé leurs connaissances secrètes et ont même saboté la recherche sur le climat. Elles ont créé une organisation, la Global Climate Coalition, qui avait pour mission de semer le doute sur la véracité des études sur le climat. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières ne remettent plus en question le changement climatique. Même si une sortie du pétrole serait pour elles un cauchemar financier, il n'y a pas d'alternative. Aussi effroyable soit-elle, la pandémie pourrait bien faire évoluer les mentalités. En 2020, la situation économique s'est dégradée alors que l'état de la planète s'est amélioré. On peut douter que l'industrie pétrolière retrouve le chemin de la croissance après la crise sanitaire. Depuis la découverte du premier gisement, le pétrole influe sur le cours de la politique et de l'économie mondiale. Guerre, essor, défaite, consommation, pauvreté, le précieux liquide a marqué l'ère industrielle moderne. Il a fait naître d'étranges alliances. Des partenaires sont devenus ennemis et des rivaux amis. Le pétrole écrit l'histoire depuis 160 ans. Reste à savoir à quelle vitesse nous parviendrons à nous passer de l'or noir, sachant que notre avenir même en dépend.